cœur de l'Asie centrale, au carrefour des voies de communication entre l'Orient et l'Europe, l'Ouzbékistan fait partie de ces pays en stan, suffixe qui signifie pays de. Ainsi, l'Ouzbékistan est le pays des Ouzbeks. Il est entouré par le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan et le Turkménistan. La présence de l'homme y remonte à la nuit des temps. Ainsi, les Grecs connaissaient-ils la Bactriane, à cheval entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan, la Sogdiane, autour de Samarcande, et la Khorasmie, au sud de la mer d'Aral. Les musulmans représentent près de 90% de la population. Ils pratiquent un islam modéré où apparaissent encore certains traits des religions anciennes, zoroastrisme, chamanisme. Pendant l'ère soviétique, la plupart des mosquées et madrassas avaient été fermées ou transformées. Les madrassas sont des écoles coraniques qui dispensaient également un enseignement général. Depuis l'indépendance, beaucoup de ces bâtiments ont été réhabilités et remis en valeur. Tachkent, la ville de pierre, aurait 2000 ans. C'est aujourd'hui une ville moderne de 2,7 millions d'habitants, capitale de l'Ouzbékistan depuis 1930. Au cœur du quartier Chorsu, l'ensemble Ast-Imam, restauré en 2007, regroupe plusieurs édifices. La Madrasa Baragran, qui est aujourd'hui le centre du grand moufti d'Asie centrale et qui date du XVIe siècle. En face, la mosquée Teliachek date du XIXe siècle. Une copie du Coran du calife Osman, considéré comme le plus ancien au monde, y est conservée. Un peu plus loin, sur le flanc gauche du square, le mausolée Abou Bakr Kafal Chachi date du XVIe siècle et fut érigé à l'emplacement de la tombe d'un des premiers imams mort en 976. À 900 km à l'ouest de Tachkent, Khiva, étape sur la route de la soie, étale ses fabuleux trésors. Le cœur de Khiva se nomme Inchankala. Vieux de 2500 ans, il est entouré de remparts de terre et de briques longs de 2 km et datant de 1686. On y pénètre par la porte de l'ouest, et devant nous se dresse alors l'imposant minaret Kaltaminor qui, du haut de ses 70 mètres, devait dominer le monde musulman. Malheureusement, à la mort du Khan, sa construction fut interrompue alors qu'il atteignait tout juste 26 mètres. À ses pieds, la madrasa Mohamed Amin Khan était la madrasa la plus grande d'Asie centrale et pouvait accueillir 260 étudiants. La madrasa abrite aujourd'hui un hôtel de luxe. À l'ombre de son élégant minaret, la mosquée du Vendredi se fait discrète. Son toit est supporté par plus de 200 colonnes de bois. Les colonnes sont sculptées et chacune a son histoire. La décoration est sobre et abstraite, comme le veut l'islam. Le Taj Kaouli, ou palais de pierre, fut construit au XIXe siècle pour le souverain du Khanat de Khiva. Il comprend plus de 260 pièces autour de 3 cours. Au nord, la cour du harem est bordée de 5 loges soutenues chacune par un pilier de bois sculpté. 4 loges pour les épouses légitimes du Khan et la 5e pour le Khan lui-même. Au sud-est, l'Ishrat Raouli était la salle d'audience où les visiteurs pouvaient installer leur yourte. Enfin, au sud-ouest, la cour de justice était le lieu où le Khan tranchait les litiges et rendait justice. Le mausolée Pahlavan Mahmoud est un lieu de pèlerinage très populaire en Ouzbékistan. Pahlavan Mahmoud, ou l'homme fort, était célèbre pour son courage et sa bonne nature. Personnage vénéré, sa tombe est devenue un sanctuaire important pour les pèlerins et le lieu de sépulture des Khans de Khiva. Sur la route de la soie,
Boukhara envoûte ses visiteurs. Au IXe siècle, les Samanides en font leur capitale. Ils construisent le mausolée des Samanides, qui est aujourd'hui l'édifice le plus ancien de Boukhara. Enfoui sous terre, il a été découvert intact en 1934. De forme cubique, ses quatre faces sont identiques. L'intérieur et l'extérieur sont décorés de motifs de briques imitant le tressage d'une vannerie. La citadelle Arc date du XVIe siècle. Elle a servi de résidence aux émirs jusqu'à l'arrivée des soviétiques. De l'ancienne citadelle, il ne reste que quelques bâtiments dont les remparts, le portail d'entrée auquel on accède par une rampe, la mosquée du Vendredi et son iwan du XIXe siècle, la salle du trône ou salle de réception de l'émir, qui comprend un iwan à piliers en bois sur 3 des 4 côtés. Face à la citadelle, la mosquée Bolo Haouz, ce qui signifie près du bassin, s'ouvre sur un iwan de 12 mètres de haut, au plafond à caissons finement décorés. Elle est soutenue par 20 colonnes de bois peint avec des chapiteaux à muqarna. Au lieu de Boukhara, le complexe Poï-Kalon surprend par sa beauté et son harmonie. De ses 48 mètres, le minaret domine la ville. Outre l'appel à la prière, il servait de tour de guet et de repère pour les caravanes. Jadis, les criminels y étaient placés dans des sacs et poussés dans le vide après la lecture de leurs méfaits. La mosquée Kalon est grandiose. Détruite par les Mongols, elle a été reconstruite au XVIe siècle. La cour comporte 4 iwans. Elle est entourée d'une galerie de 208 colonnes supportant 288 coupoles. Face à la mosquée, la madrasa Miri arabe date du XVIe siècle et est toujours en activité. Sa cour carrée intérieure est entourée de 111 cellules sur 2 niveaux. Plusieurs édifices entourent le bassin du centre-ville. La madrasa Koukeldash est aujourd'hui transformée en musée. La madrasa Nadir Divan Beghi devait être à l'origine un caravansérail. Ceci explique la présence sur le tympan d'oiseaux fabuleux et d'un soleil à visage anthropomorphe. Enfin, la statue de Nasreddin Hoxha célèbre ce personnage mythique de la culture musulmane, ouléma ingénu et faux naïf ayant vécu au XIIIe siècle. À l'écart de la ville, le palais Sitoraï Mokikosa est l'ancienne résidence d'été des émirs. Ils en furent chassés par les bolcheviks. Construit dans un style occidental avec quelques touches iraniennes, il abrite aujourd'hui un musée. Samarcande, perle de l'Asie centrale, où le sublime côtoie le grandiose, dans une architecture élégante et audacieuse. Aussi ancienne que la Rome antique, elle a subi invasion et destruction, mais elle s'en est toujours relevée. Au XIVe siècle, Tamerlan en fait sa capitale et décide d'en faire la plus belle ville du monde. Le complexe médiéval du Réghistan est célèbre dans le monde entier. Ces 3 madrasas trônent majestueusement sur la grande place pour l'enchantement des visiteurs. La madrasa Ulugh-Bek est l'une des plus vastes d'Asie centrale. À l'inverse de son grand-père Tamerlan, Ulugh-Bek a davantage investi dans l'enseignement que dans la construction de mosquées et de mausolées. Il y aurait d'ailleurs enseigné l'astronomie, sujet rappelé par les étoiles disposées sur la porte d'entrée du bâtiment. La madrasa Sherdor, ou porte des lions, a été construite plus tard en miroir de la madrasa d'Ulugh-Bek. Le grand portail, décoré de mosaïques colorées, présente un exemple peu fréquent d'art figuratif dans l'islam, avec des fauves chassant des daims et des disques solaires à visage humain, sans doute des restes de la religion zoroastrienne. La madrasa Tilakari, couverte d'or, date de la même époque. Elle assure les fonctions de madrasa et de mosquée du vendredi pour la ville. La façade extérieure présente la particularité d'offrir 2 rangées de cellules avec leurs ouvertures.
La partie centrale est occupée par une salle à coupole comprenant le mihrab et des motifs en relief dorés sur fond bleu, d'où le nom donné à la madrasa. Le mausolée Gourémir, ou tombeau du souverain, est édifié par Tamerlan en 1404. Il contient les dépouilles de Tamerlan, de ses enfants et petits-enfants. Ce mausolée occupe une place importante dans l'histoire de l'architecture persane. Il est en effet le précurseur et le modèle des grandes sépultures mogholes. L'intérieur est richement décoré, avec notamment la coupole ornée de décors en relief de papier mâché doré. La nécropole Shahizendé aurait été construite sur le site du tombeau de Koussam ibn Abbas, cousin du prophète. Les mausolées les plus anciens datent du XIe siècle. Des personnalités importantes ont voulu se faire enterrer près du tombeau de ce personnage afin de bénéficier de sa bénédiction. L'aristocratie timouride poursuivit la tradition et édifia des mausolées aux façades richement décorées. On y trouve en particulier les mausolées de deux des épouses de Tamerlan. Lors des invasions mongoles, seul le tombeau de Koussam ibn Abbas fut épargné. Le site de l'observatoire astronomique d'Ulugh-Beg fut mis au jour en 1908. On peut voir aujourd'hui la partie souterraine d'un sextant géant permettant de mesurer la hauteur des étoiles. Après la mort d'Ulugh-Beg, l'observatoire fut détruit par des religieux fanatiques. Bibi Kanoum, première épouse de Tamerlan, a laissé son nom à deux monuments se faisant face. La mosquée du Vendredi, dite mosquée Bibi Kanoum, et l'ensemble mausolée et madrasa. La mosquée fut érigée par Tamerlan au retour de sa campagne des Indes. L'inspiration indienne se remarque par l'utilisation d'éléments en pierre et en marbre, matériaux rares dans la région. L'Ouzbékistan est un pays à caractère rural et traditionnel, essayant de frayer son chemin vers la modernité. Depuis 2016 et l'avènement d'un nouveau président, le développement du tourisme est un objectif prioritaire. Le pays modernise ses infrastructures avec des moyens de communication rapides, des hôtels confortables, des restaurants de qualité. La population est jeune, dynamique, pleine de gaieté. Elle est accueillante, hospitalière, curieuse de tout et prête à offrir le meilleur d'elle-même en toute simplicité. Mais elle reste attachée à ses traditions, notamment religieuses, vestimentaires ou culinaires. C'est l'occasion de goûter au palov, le plat national ouzbek à base de riz sauté et de viande de mouton, et à la vodka locale. L'économie reste fragile. Le taux d'inflation est à 2 chiffres. L'agriculture tient une grande place. La culture du coton est la production principale. Revers de la médaille, les besoins en irrigation sont gigantesques et de nombreux canaux zèbrent la campagne. C'est la cause du désastre écologique de la mer d'Aral, qui, de 77 000 km² en 1960, n'en couvre plus aujourd'hui que 6 800. Le fleuve Amou-Daria, épuisé par les ponctions hydrologiques, n'y arrive même plus et se perd dans les sables. L'industrie de la soie reste une tradition. Plusieurs fabriques sont implantées dans la vallée de Fergana. Dès les 7e et 8e siècles, l'élevage des vers à soie s'y est développé et la ville de Margilan devint la capitale de soie de l'Asie centrale. Les procédés de fabrication de la soie Yodgorlik restent traditionnels. Ils utilisent la plupart du temps les moyens d'antan. Le travail de tissage est uniquement effectué par des femmes, impressionnantes de dextérité et de patience. L'artisanat est traditionnel et couvre de nombreux métiers. Poterie et céramique sont souvent de véritables œuvres d'art, héritage d'un savoir-faire millénaire maîtrisé par quelques artistes. Ils le transmettent à de jeunes apprentis pour perpétuer la tradition. L'art de la miniature persane est perpétué par des artistes talentueux.
ils réalisent leurs œuvres sur le fameux papier de Samarcande, fait à partir de l'écorce de mûrier. Les enluminures de textes religieux se marient avec le langage artistique et la poésie. Les miniatures s'inspirent de la mythologie, des légendes et des poèmes épiques. Le pays dispose également d'importantes richesses minières, gaz naturel, uranium, cuivre, pétrole. Elles ont contribué au développement industriel d'après-guerre. Un exemple est l'implantation par General Motors d'usines automobiles pour alimenter toute l'Asie centrale. Des personnages célèbres sont nés sur la terre ouzbèque. Tamerlan, le grand conquérant sanguinaire du XIVe siècle, est aujourd'hui vénéré. Érigé en héros national, ses statues ont remplacé celles de Lénine ou de Marx dans les principales villes. Son petit-fils Ulugh-Beg était amoureux des sciences et du ciel. Depuis son observatoire de Samarcande, ce savant poétique calcula la position de 1000 étoiles et rédigea un ouvrage majeur, les Tables sultaniennes, qui fascinera les savants du monde entier. D'autres personnages célèbres ont vu leur notoriété franchir les frontières. Parmi eux, Avicenne, né près de Boukhara au Xe siècle, à la fois philosophe, mathématicien et médecin médiéval. Al-Khwarizmi, mathématicien du IXe siècle, un des inventeurs de l'algèbre. Son nom latinisé est à l'origine du mot algorithme. Al-Kashi, astronome et mathématicien. Il est le père du théorème des cosinus et a calculé le nombre pi avec 16 décimales. Longtemps méconnu, l'Ouzbékistan est devenu une destination prisée, riche en découvertes et dépaysements. Sa visite est à recommander à tout amateur de l'Orient et de ses légendes.